Bonjour à toutes et toutes, en présentiel et à distance, et bienvenue à l'ENSIB pour cette journée donc consacrée à l'IA et à ses enjeux informationnels. C'est une journée qui est au cœur de la démarche de l'ENSIB, qui se mobilise sur les enjeux de lutte contre la désinformation et qui s'engage pour le partage de connaissances entre les bibliothécaires, les documentalistes et les praticiens de l'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est un engagement qui passe par la mise à disposition de ressources, par exemple le site emi.nsib, par la proposition de journées d'études et aussi par la proposition de journées plus hybrides qui proposent des conférences et des ateliers. Et cela est rendu possible avec le soutien du ministère de la Culture. Donc les objectifs de cette journée aujourd'hui, c'est s'acculturer à l'intelligence artificielle générative, appréhender les enjeux du point de vue de l'information, aborder des exemples d'ateliers à proposer aux différents publics de bibliothèques universitaires, municipales ou de centres de documentation. Donc voici le programme brièvement de la journée. On commence avec 2 conférences qui sont donc disponibles à la fois en présentiel et à distance, accessibles sur la chaîne YouTube de l'ENSIB. Donc une conférence de Thomas Guyet, qui est donc enseignant-chercheur en informatique à l'INRIA de Lyon, qui est également vice-président de l'Association française pour l'IA, et qui nous proposera une intervention « L'IA aujourd'hui, comment ça marche, quelles limites ?» Et donc il sera suivi par une conférence d'Alice Bernard, qui est devant, qui est donc formatrice numérique, et qui interviendra sur les défis et les compétences critiques que pose l'intelligence artificielle dans l'accès à l'information. Puis ensuite, donc, les participants qui sont inscrits à des ateliers sont invités à se diriger selon leur groupe dans les ateliers qui sont écrits sur leur petite carte mémo. Donc ça, ce sera à 11h. Donc le groupe A suivra comment s'approprier les différents outils d'IA au quotidien et le groupe B, la bataille de l'IA. Et à 14h30, le groupe A suivra la bataille de l'IA et le groupe B, comprendre l'IA par le prompt. J'en profite pour dire qu'il y avait quelques personnes qui étaient intéressées en cas de désistement. Ça va être possible. À 11h, je vous prierai de vous rendre vers la table de l'émargement pour qu'on puisse vous distribuer des identifiants pour vous connecter aux ateliers. Voilà, donc merci beaucoup pour votre intérêt, votre présence et très bonne journée. Eh ben, merci pour l'invitation et puis aussi pour m'avoir fait préparer cette présentation. Il se trouve qu'elle tombe en plus dans une semaine assez dense. Je pense que tout le monde a entendu parler du sommet de l'IA. Donc ça n'a pas forcément été très facile de se positionner par rapport à tout ce qui a déjà été... peut-être que vous avez déjà vu cette semaine dans les différents reportages. Il y a eu beaucoup de reportages que j'ai trouvé très intéressants. Moi, je vais donner un point de vue peut-être avec l'ambition d'essayer de vous faire comprendre des aspects techniques pour qu'après ça, vous puissiez aussi un peu appréhender des questions qui vous sont spécifiques avec Alice par la suite. Donc j'ai appelé ça l'IA aujourd'hui, comment ça marche, quelles limites. On va dire que c'est vraiment le sous-titre qui est important, le fait que je vais commencer par présenter comment ça marche et après ça indiquer quelques questionnements que j'ai également. Donc d'abord, en fait, je pense que ce qui est important quand on parle d'IA, c'est de commencer forcément par une définition parce que le terme est vraiment très galvaudé en plus. Alors, la première chose, c'est que pour moi, le terme intelligence artificielle, c'est un gros buzzword. Aujourd'hui, on l'entend vraiment à tout va. Et moi, quelquefois, ça me raille les oreilles d'entendre certaines personnes qui parlent d'IA. Donc à droite, j'ai mis 2 petits exemples. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit faible pour l'exemple des prothèses auditives, justement, qui vous permettent d'entendre mieux grâce à l'IA. Celle-ci, je l'ai vue dans une pub. Vraiment, je ne comprenais pas trop d'où ça vient. Pour moi, aller dire qu'il y a l'IA à l'intérieur de ce genre d'artefacts, c'est beaucoup de la promesse. Donc, dans les questions des innovations technologiques, cette idée de la promesse, on la retrouve très souvent. Donc, le fait que quand on parle d'IA, on entend des choses, des techniques qui sont à la pointe. On entend des notions de personnalisation. On entend des notions d'innovation qui plaisent beaucoup aux décideurs. Mais en fait, de mon point de vue d'un technicien, la notion d'IA, c'est assez loin de tout ça. Ça va être des choses qui sont très techniques.
J'ai repris en bas un petit graphique qui reprend des nombres de recherches de mots sur Google. Ce que j'ai fait, en fait, c'est comparer le terme intelligence artificielle en rouge, en bleu, pardon, machine learning en jaune, et puis big data. Puisqu'il y a 10 ans, en fait, l'intelligence artificielle n'était pas hype, mais on parlait beaucoup plus. Et on voit que le terme big data, qui était vraiment à la mode il y a 10 ans, commence à disparaître progressivement. Donc ça, premier warning sur qu'est-ce que c'est que l'IA, qui va m'amener finalement à devoir définir un peu plus ce qu'est l'IA. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière avec historiquement deux séries de conférences qui ont été importantes. Donc, la première série s'est tournée autour de la cybernétique, avec un objectif de mettre ensemble des chercheurs qui sont à la fois cogniticiens, à la fois philosophes, et des gens qui faisaient de la technique, et qui ont développé des conférences autour de la cybernétique. Ça a été vraiment une époque dans laquelle beaucoup d'idées ont émergé et qui ont donné lieu en 1956 à la conférence de Dartmouth. Alors c'était une école d'été en fait, dans laquelle quelques grands noms se sont réunis, donc notamment McCarthy, Minsky et Shannon, et qui ont donné sens à la notion d'intelligence artificielle, puisqu'on peut estimer que c'était la première apparition de ce terme-là qui a été proposé par McCarthy, avec à cette époque une définition duale. C'est-à-dire que le projet de l'intelligence artificielle tel que ça a été pensé au niveau de Dartmouth, c'était à la fois de concevoir des IA pour mieux comprendre la cognition humaine et en même temps concevoir des outils sur la base des fonctionnements de l'intelligence humaine. Donc c'est deux programmes qui sont un petit peu différents, qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui sont importants à distinguer. Alors ça m'amène à une définition. Avant la définition, donc déjà à l'époque, on a une séparation assez claire entre deux conceptions de la cognition. Et ça, on va le retrouver tout au long des âges. Donc on va avoir tout d'abord la cognition qui va être portée par l'idée de raisonnement logique. Donc on l'associe à ce qu'on appelle de l'IA symbolique, où l'idée c'est d'avoir une conception du monde faite de symboles, et l'humain serait un outil ou un artefact qui processe des symboles. Alors ça a donné beaucoup d'outils, notamment IBM Watson, que je ne vais pas développer, qui permettent de résoudre des problèmes. Donc les problèmes qui touchent à ce genre de méthode, ça va être par exemple la planification, ce que vous avez par exemple dans votre GPS. Est-ce que vous considérez que votre GPS est une IA ou pas? De mon point de vue, du point de vue d'IA symbolique, on peut voir ça comme un problème de planification et d'IA. Et puis en face de toute cette idée de la cognition comme raisonnement logique, il y a la cognition au sens de l'émergence de l'activité neuronale, qui a donné lieu à la notion de connexionnisme, donc l'IA connexionniste, qui est la plupart du temps ce qu'on entend aujourd'hui comme IA, où l'idée était de simuler de la pensée au travers de la simulation de l'activité des neurones. Et j'ai repris l'illustration de Rosenblatt de 1956 d'un réseau de neurones. Regardez cette illustration, on va la retrouver à plusieurs reprises au fur et à mesure des années. L'IA aujourd'hui, c'est en termes de recherche également beaucoup d'autres domaines. On peut parler d'intelligence collective, on peut parler de représentation des connaissances. Ça, c'est un terme qui peut-être vous parle en tant que bibliothécaire, avec tout ce qui est classification, taxonomie, ontologie, ce genre de mots. Également la robotique, qui font partie des thématiques de l'IA. Donc la définition de l'IA, alors c'est très très difficile. Faire une bonne définition, il y a plein de gens qui s'y sont intéressés, vous trouvez plein de définitions qui sont intéressantes. Moi, ma préférée, c'est celle de l'UNESCO, que je vous ai mise sous les yeux, elle date de 2021, elle est pré-GPT, mais je trouve qu'elle est quand même hyper intéressante. J'en ai mis d'autres en annexe. Alors la première chose, c'est que je vais parler de système d'IA. J'avais dit, il y a une notion duale entre le projet de concevoir des outils pour comprendre ou bien alors la cognition ou bien alors vraiment réaliser des artefacts. Là, je suis dans une définition où on va chercher à créer des systèmes d'IA. Donc c'est une technique de traitement de l'information. Ok, donc c'est une technique. Et puis on voit apparaître le mélange que j'ai évoqué précédemment, donc capacité d'apprentissage et exécution de tâches cognitives. Et d'autres choses qui sont intéressantes, donc par exemple le fait qu'on cherche à modéliser ou représenter des connaissances, de l'exploitation des données et du calcul de la corrélation.
Donc ça c'est des définitions qui me semblent importantes. Et également la séparation entre apprentissage automatique et raisonnement automatique. Ça, ce sont des points également assez saillants que j'ai indiqués. Dans la suite de la présentation, et ce qui pose le plus de questionnements aujourd'hui, notamment avec l'apparition des outils tels que ChatGPT, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage automatique. Donc l'idée, là, dans la suite, c'est vraiment de se focaliser sur cette partie-là de l'IA. Alors ça, on va parler d'un système, je vais parler d'un système d'IA apprenant. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi c'est tentant? Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à faire ce genre de choses? Alors, je l'illustre dans ce petit triptyque-là de dessin. Donc on a dit que c'est un système de traitement de l'information. Donc si je veux concevoir un système de traitement de l'information qui cherche à définir, là, à savoir que cette image-là contient un chat, eh ben moi, je peux être le petit concepteur qui est là, et écrire un programme qui va décrire là comment détecter un chat. Donc ça, c'est ce que j'ai indiqué comme étant sans IA. Vous avez un concepteur, il va créer des briques, donc il va créer des programmes, il va créer des algorithmes qui vont permettre de savoir, à partir du moment où j'ai un chat dans l'image, que ça doit être labellisé comme chat. On peut imaginer que faire ça, en fait, ça va être très compliqué. Il va falloir que je le fasse également pour le chien, il va falloir que je le fasse pour le panda, il va falloir que voilà. Donc ça, c'est un problème quand on veut faire ce genre de tâches à grande échelle. Donc ce qu'amène l'IA, c'est un mode de conception de mon outil qui permet, de mon outil toujours en orange, qui permet de passer de l'image au label chat. Donc là, je l'ai toujours en orange. À la place d'avoir des gros engrenages que des humains ont fait, je vais avoir des millions de petits engrenages que je ne vais pas bien comprendre, et qui sont créés non pas au travers d'un designer qui va brancher les éléments, mais au travers d'une procédure où je vais montrer des exemples à une machine. Ça, là, ce qui est en mauve, c'est l'artefact qui va me permettre de faire l'apprentissage. C'est un outil qui est important, donc, qui contient à la fois de la notion de procédure et des mécanismes également informatiques, mais qui est une interface pour la création d'un outil technique que vous avez en orange. Ce qui est important là vraiment, c'est de voir que j'ai toujours un outil en orange qui permet qui est un algorithme qui permet de passer de l'image jusqu'au label. Simplement, il est très compliqué et j'ai pas réussi vraiment à comprendre ce que j'ai fait au milieu. Ok? Donc ça, c'est. Alors pourquoi c'est tentant? Parce que du coup, en fait, on voit bien que réaliser ça, en fait, ça demande beaucoup moins d'expertise pour pouvoir en fait réaliser cette tâche-là. Et donc, on peut espérer que ça prenne beaucoup moins de temps de réaliser des systèmes informatiques. C'est un peu l'objectif. Donc, dans les classes là, de modèles qui peuvent être créés, le modèle connexionniste, donc les réseaux de neurones, c'est des petits outils qui permettent justement de représenter mes différents petits engrenages. Donc là, c'est représenté généralement sous cette forme-là. Donc on peut imaginer que là, chacun des petits bulles qu'on a ici, donc c'est ce qu'on va appeler des neurones artificiels, sont des éléments de mes briques là. De fait, ce sont des éléments de calcul élémentaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en entrée des valeurs numériques et puis ils font un petit calcul. Donc c'est vraiment un petit calcul, c'est une somme pondérée qui permettent de savoir si oui ou non ils sont activés. Et puis, après ça, on passe le message, je suis activé ou je ne suis pas activé, à la couche suivante. Et puis, on enchaîne comme ça des couches. À chaque fois, les neurones sont connectés les uns entre les autres. Et au final, j'obtiens une information sur est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien, par rapport à ce que j'ai donné en entrée. Okay. Donc ça, c'est la notion de réseau de neurones. Sur un réseau de neurones comme ça, j'ai à peu près estimé qu'on avait 153 paramètres qui sont principalement, là, ce qu'on dit, les poids entre les nœuds. C'est-à-dire, combien est-ce que ce neurone va influencer le neurone qui est ici. Et c'est ça que sont les paramètres de mon modèle. Pourquoi est-ce que ça marche bien? Parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont dit comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à partir des angles ces poids de mon réseau de neurones. Donc la notion importante, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Donc c'est ce qui a fait l'objet du prix Nobel de physique en 2024, donc l'année dernière, avec l'apprentissage de cette méthode. Alors, l'apprentissage de la méthode,
globalement, je peux vous l'illustrer assez simplement pour comprendre comment est-ce qu'on fait un prix Nobel. Donc, vous imaginez que moi je suis un petit neurone. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un exemple? Donc je vais faire un exemple où j'essaye d'activer le neurone suivant, qui est ce vers-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un signal à mon neurone. Toc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé, je ne l'ai pas activé. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas activé? Probablement parce que j'ai lancé trop fort. Ok? Donc ça, je peux le repérer. J'étais au-dessus, donc j'ai lancé trop fort. Donc qu'est-ce que je me dis? Si je veux le déclencher la prochaine fois, eh ben, je vais lancer moins fort. Ok? J'ai lancé moins fort, je m'approche un peu mieux. J'ai fait un peu moins d'erreurs. Cette fois-ci, je me rends compte que mon erreur elle est un peu plus petite, mais là, il faudrait que je lance un peu plus fort. Et donc c'est exactement ça ce qu'on fait quand on fait de l'apprentissage. C'est-à-dire que je fais des essais, j'ai lancé une balle. Je regarde l'erreur. Et cette erreur, en fonction de cette erreur-là, ben, je vais pouvoir mathématiquement savoir comment corriger mon geste pour pouvoir faire en sorte que la prochaine fois, je vise mieux. Et ça, c'est la notion de rétropropagation de l'erreur. Donc le fait que l'erreur qui était là, je vais la rétropropager sur la modification de mon geste. Et puis après ça, on peut imaginer qu'il y a d'autres neurones avant qui ont déclenché mon bras, etc., etc. Donc je vais remonter progressivement l'erreur jusqu'à corriger tous les poids. Et ça va nécessiter des millions et des millions d'exemples. OK? Si vous avez compris mon petit exemple, vous avez compris comment faire un prix Nobel. Donc là, ça c'est vraiment la notion de système apprenant. Donc avec l'idée vraiment qui est d'avoir un attrait pour changer la conception d'un système informatique. La notion d'apprentissage qui s'appuie sur des exemples labellisés, donc c'était mes chats, mes chiens, mon lancement de balles, la minimisation de l'erreur qui est importante. Et puis également, ce que je n'ai pas trop évoqué, ce qui est intéressant dans la notion d'apprentissage, c'est le fait qu'on va chercher de la généralisation. C'est-à-dire que je vais montrer quelques chats, mais ce que j'aimerais, c'est que si j'ai un nouveau chat, il puisse le reconnaître comme chat également. Deep learning, ça c'est l'étape d'après. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer du machine learning à la notion de deep learning? Donc le deep learning, là je vais en donner une vision peut-être assez personnelle sur qu'est-ce que c'est. Pour moi, l'intérêt du deep learning, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage de représentation. Alors, ce qu'on cherche à faire au travers du deep learning, c'est d'avoir des données qui sont beaucoup moins contraintes. Précédemment, ce qu'on était capable de faire, c'est qu'on donnait des données qui étaient pré-mâchées à l'ordinateur. Mais dans la vraie vie, on n'a pas des données pré-mâchées, on a des images en vrac, elles sont bruitées, etc. Donc l'idée, c'est de dire, je vais pouvoir mettre n'importe quoi en entrée de mon réseau, et ce que je veux faire, c'est que mon réseau de neurones, il apprenne quelle information utiliser. Et ça, c'est un truc qui est hyper important et qui, pour moi, change complètement la donne. Donc la conséquence de vouloir faire ça, ça a été l'accroissement de la taille des réseaux, d'avoir beaucoup de neurones, et l'accroissement des neurones a eu comme conséquence de dire j'ai besoin de beaucoup de données. Mais pour moi, la notion de deep, elle est avant tout d'arriver à séparer la notion de construction de la représentation des objets et la partie de la tâche que je veux faire. L'illustration, c'est AlexNet. AlexNet 2012, en mauvais anglais, un game changer. Ça a été une révolution, vraiment, dans tout ce qui est classification d'images. Là, vous avez l'illustration des performances sur une tâche de classification qui s'appelle ImageNet. 14 millions d'images et 20 000 catégories. Donc vous avez de tout. Vous avez des chiens, vous avez des bateaux, vous avez des champignons, etc. Il faut le trouver, à les labelliser. C'est une tâche très dure. L'erreur des humains, c'est 5%. Mauvaise classification des humains sur la tâche, 5%. À l'époque, en 2012, avant AlexNet, les erreurs des machines, c'était 26%. L'introduction d'AlexNet a permis de diminuer de 10% le taux d'erreur. C'est énorme. Ça a fait vraiment un gros saut de performance. Qu'est-ce qu'il y a derrière AlexNet? Ce qui est important, c'est la structure de ce réseau.
Donc là, on l'a illustré dessous. Il faut imaginer que là, chacune des boîtes, c'est énormément de réseaux, comme j'ai pu montrer précédemment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de séparer la partie bleue de la partie bleu clair de la partie bleu sombre. Donc la partie bleu clair, c'est ce qu'on appelle la phase de construction des représentations. Donc tous ces réseaux-là, le seul but de ces réseaux-là, c'est d'arriver à ce moment-là du réseau et d'arriver à représenter une image sous une forme d'un vecteur mathématique qui va résumer toute l'information de l'image. Et une fois qu'on a ce vecteur-là, la partie bleue, là, elle est en charge de réaliser la tâche, c'est-à-dire de réaliser la classification. Mais ce qui est hyper important, et la nouveauté, ça a été de dire qu'avec le réseau amont, je suis capable de représenter le contenu informationnel qu'il y avait dans une image sous une forme mathématique. Et ça, c'est ça qui rend la puissance, à mon avis, de tous les outils de deep learning. Et ça, on peut le faire avec tout. C'est ça qui est vachement bien. Et c'est ça qui va faire qu'après ça, en informatique, on va pouvoir faire plein de choses. Notamment, on va pouvoir le faire avec les mots, avec le texte. Donc là, je suis désolé, on va faire un petit peu je vais montrer un petit peu de chiffres. Cette illustration évoque la notion justement de représentation dans le cas d'un mot. C'est ce qu'on appelle du word embedding. Ici, vous avez des mots, donc chat, chaton, chien, maison. Mon réseau, il est capable de les représenter sous une forme d'un vecteur, donc qui est une suite de chiffres là, qui représente ce mot-là. Et l'intérêt en fait de comment est-ce que ce vecteur a été construit par la machine, cette représentation, elle a été construite de sorte à rapprocher par affinité sémantique les différents mots. Donc dans cet espace-là, dans l'espace mathématique, le chat va être proche du chaton, mais il va être loin de la maison. Et il va être un peu moins loin du chien qu'il l'est de la maison. Et donc en fait, c'est au travers de cette représentation vectorielle qu'une partie du sens va être captée par la machine. Alors, on voit apparaître des phénomènes qui sont hyper intéressants dans ces espaces, comme par exemple de pouvoir regarder des translations, de voir que ici, une femme est à un homme ce qu'une reine est à un roi. Donc on voit apparaître des espèces de similarités, donc on appelle ça des analogies, qu'on peut faire apparaître dans ces espaces-là. Et ça, en fait, ce qui est hyper pratique, c'est qu'on a transféré là, un peu une notion de sémantique dans des objets mathématiques qui sont utilisables très facilement. Ça, je peux le faire avec plein de choses. Je peux le faire, par exemple, avec différentes langues. Donc là, ce que j'ai illustré, c'est si je fais la même chose en japonais et puis en anglais, eh ben, je vais avoir de quoi traduire automatiquement des textes. Puisque la proximité entre les mots japonais et les mots anglais vont me permettre de trouver des similarités sémantiques entre les différents symboles. Je peux le faire également avec des objets de nature complètement différente. Donc c'est ce qu'on voit apparaître avec les IA multimodales. Quand vous demandez à ChatGPT de générer une image, eh ben lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un grand espace de représentation dans lequel il est capable de mélanger à la fois des représentations du texte et des représentations des vidéos. De sorte à ce que, quand je lui demande de générer une image de chat, pour lui, il voit en fait la phrase « générer une image de chat » dans un espace très très grand, comme ça, dans lequel il y a à la fois des images et à la fois du texte, et il va vous donner un petit peu, alors très schématiquement, il va vous donner l'image la plus proche. Ok ? Et ça, c'est vraiment en fait un gros changement, cette histoire de représentation, qui pour moi est un concept qui me semble hyper important de comprendre pour pouvoir après ça appréhender les notions d'information. Alors comment est-ce que c'est construit? En particulier dans le cas des mots, des textes, c'est ça aussi qui a fait que ChatGPT a bien marché, c'est qu'on a trouvé une méthode pour apprendre ces représentations qui va être très efficace et qui va être assez peu coûteuse. Cette technique, donc, elle est associée au modèle qui s'appelle des transformers, qui date de 2017. Et pour information, donc justement, le terme transformer, vous le retrouvez au travers du terme ChatGPT, puisque c'est Generative Pre-Training Transformer. Très rapidement, comment est-ce qu'on fait pour construire ces représentations? On fait ce qu'on appelle du masquage. Donc on a des mots,
on a des phrases qu'on va pouvoir donner à la machine, et ça, vous en avez, vous, en tant que bibliothécaire, des milliards de phrases. Vous donnez tout ça, et on enlève un mot. On enlève le mot chat, le mot qui est au milieu, et on demande à la machine, essaye de prédire quel est le mot qui est à l'intérieur. Et par le mécanisme d'apprentissage de représentation et de la tâche de prédiction du mot, on va construire par effet de bord la représentation sémantique de la phrase en entier. Et ça, en fait, ce qui est vachement malin, c'est que j'ai plus besoin, à cette époque-là, j'ai plus besoin de labels. J'ai plus besoin d'un humain qui va être obligé de me dire c'est quoi un chat, c'est quoi un chien. Là, j'ai tout directement dans ma machine, j'ai toutes les phrases. Donc vous pouvez faire ingurgiter des milliards de phrases à une machine. Donc ça a vraiment donné des résultats que vous connaissez maintenant. Mais derrière la représentation, une fois que je l'ai construite avec cette tâche, je vais pouvoir m'en servir de plein d'autres sortes. Donc je vais apprendre à résumer si j'ai besoin, je vais apprendre à faire plein d'autres choses. Donc là, on arrive sur des très gros modèles. J'étais parti de 153 paramètres. À l'intermédiaire, AlexNet, c'était plusieurs millions. Et là, maintenant, je suis passé à 500 milliards pour Palm 2. Bon, j'ai pris un des plus gros. Donc Palm 2, c'est Google. Malgré tout, c'est pas magique. L'histoire, oh là là. 15 minutes. Oh là. Alors l'histoire, alors je vais quand même faire la petite histoire parce que je l'aime bien. Donc si je fais exactement ce que j'ai dit précédemment, ça veut dire apprendre le modèle qu'on appelle Bloom. Bloom, c'est le même modèle que GPT-3, techniquement, c'est du transformer, même architecture. Simplement, Bloom, personne ne l'a utilisé, je vous invite à l'utiliser pour voir à quel point ça ne marche pas. Alors que GPT, ça marche. La différence, c'est quoi ? Alors Bloom, ça a été financé par l'Europe, je dois le dire quand même. La différence, c'est quoi? C'est que GPT a introduit ce qu'on appelle le RLHF, donc Reinforcement Learning by Human Feedbacks, donc l'apprentissage par renforcement par retour utilisateur, retour humain. Non, oui, retour humain, c'est important. Donc là, on a eu besoin d'humains en fait. Il y a eu même besoin de beaucoup d'humains. Ceux qui ont regardé éventuellement France 2 hier s'en sont aperçus. Donc le principe a été également assez malin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ce qu'on a fait, c'est que ce qui a été fait, c'est de prendre en fait des humains qui sur certaines générations ont donné leur avis. D'ailleurs, c'est ce que vous faites dans ChatGPT. Si vous faites successivement 2 fois la réponse, il vous demande est-ce que c'est mieux ou pas ce que j'ai fait la deuxième fois. Donc c'est exactement ça qu'il va utiliser comme information. En utilisant en fait cette information de est-ce qu'un modèle est-ce que un résultat est mieux qu'un autre, il va collecter plein d'informations sur qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ça a été utilisé dans une première phase là pour améliorer les modèles. Ok, très bien, j'ai un peu supervisé ce qu'on appelle mon modèle. Là où ça a été malin, c'est que ces annotations humaines, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a construit une autre machine qui va apprendre à récompenser une IA. Donc on a construit une petite IA qui va finalement apprendre à simuler la manière qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas de générer des résultats. Et ça, une fois que vous avez quelque part capté l'information de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, vous reprenez cette machine et vous la faites jouer avec l'IA. Et donc là, vous avez un mécanisme complètement automatique qui peut être généré des milliards et des milliards de fois sans que ça vous coûte très cher. Ça vous coûte du temps, ça vous coûte de l'énergie, mais ça ne vous coûte pas très cher en temps humain. Et dans ce cas-là, vous allez préciser et améliorer votre IA. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour GPT-3 et qui a permis de donner des très bons résultats. Aujourd'hui, il y a des méthodes un peu plus alternatives. Donc Anthropic ou DeepSeek utilisent des approches qui remplacent justement ce RLHF par des approches qui sont parfois un peu plus automatiques, mais qui restent performantes et qui donnent des coûts moins importants sur la conception de l'IA. Donc le deep learning, en résumé, donc effectivement c'est un accroissement de la taille des modèles. C'est aussi la possibilité d'avoir en entrée une hétérogénéité beaucoup plus importante qu'avant, des images, des sons, des textes. Et surtout, ce qui est au cœur, c'est vraiment de comprendre cette idée que
la machine va construire des représentations génériques qui va capturer des régularités du monde. Ok ? Donc là, j'ai utilisé le terme régularité du monde plutôt que le terme sens, parce que sinon, ça va être très ambigu. Le principe de construction de ces IA, alors, c'est assez similaire à ce que j'ai montré avant sur l'apprentissage automatique. Il y a quand même de la rétropropagation de gradient à un moment donné. Il y a plein de gens qui ont balancé des boules. Néanmoins, il y a toute une partie qui est assez automatique et quand même du retour humain à des endroits. Alors, ce qui a beaucoup marché, c'est également beaucoup de données disponibles, parce que des textes, il y en a plein. Beaucoup de calculs et beaucoup d'énergie, donc ça a pris beaucoup de temps, surtout les premiers modèles, ça a demandé vraiment beaucoup de calculs. Et j'ai mis beaucoup, mais pas tant que ça, d'annotation humaine, du fait du côté malin de dire je vais apprendre un système de récompense qui va jouer après avec l'IA. Et ça a été la recette magique de GPT. Et depuis, quelques améliorations entre-temps. Et puis est arrivé l'IA générative. Donc l'IA générative, ça c'est ce que vous connaissez. Je n'ai pas trop parlé d'IA générative jusque-là. Très rapidement, ChatGPT, c'est la version chat de GPT. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un module à la fin de GPT qui est capable de converser. Et ça, il a été un peu ajusté pour pouvoir bien converser avec vous. Il a appris à converser, mais derrière, il y a quand même cette idée qu'il y a une représentation des mots qui va alimenter la compréhension de la conversation. Et ce qui est important, c'est que ce qui a fait aussi le succès, c'est l'accessibilité du modèle et l'intuitivité de l'interaction qui fait que vous pouvez l'utiliser maintenant sur votre téléphone. C'est ça qui a donné un grand succès. Derrière ça, il y a une chose qui est très connue en IA, c'est ce qu'on appelle l'effet ELISA. Alors l'effet ELISA, il est double ici. Donc, en tout cas, les deux aspects de l'effet ELISA sont intéressants dans ChatGPT. Donc ELISA, c'était un programme, vous l'avez en bas à droite, qui était le premier psychologue numérique et qui était basé sur ce qu'on appelle de la reformulation rogérienne. C'était vraiment un chat. Donc si vous arrivez à lire, vous pouvez voir est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête en ce moment et la réponse de la personne, c'est les hommes sont tous les mêmes, etc. Et donc s'engager une discussion. Derrière, c'était très basique en termes de construction et de génération de texte. Aucune notion de compréhension, je mets plein de guillemets derrière, sur ce qui se passait. Mais pourtant, ce qu'on a constaté, c'est que les gens étaient vraiment invités à interagir avec cette machine et mécaniquement, il y avait beaucoup d'interactions qui se faisaient avec ce type d'interaction. Et derrière, il y avait vraiment la notion de dire j'attribue une intelligence. C'est-à-dire que dans cet outil-là, c'est vous, humains, qui interagissez, qui donnez un caractère d'intelligence. Est-ce qu'il y a vraiment une intelligence derrière? Je laisse la question. En tout cas, allez regarder cet effet ELISA, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour aussi bien comprendre comment vous interagissez avec les IA. D'un point de vue technique, une chose tendance actuellement qui va arriver et qui est déjà en fait dans la plupart des IA, c'est ce qu'on appelle la notion de RAG. Alors ça me semble hyper intéressant pour vous. Donc c'est en gros, c'est intéressant pour moi aussi. En tant qu'utilisateur, c'est ce genre de choses que j'aimerais avoir. Donc l'idée, c'est ChatGPT est très fort pour le côté interaction, générer du texte. Mais par contre, il fait des hallucinations, donc le fait de générer des textes qui ne sont pas corrects factuellement. Il peut avoir des données d'entraînement obsolètes, donc le fait qu'il ne sache pas que le sommet de l'IA se soit passé les 2 derniers jours, c'est quand même problématique. Et puis, quand on est dans une entreprise, il n'a pas de connaissance spécifique du contexte de l'entreprise. Donc l'idée du RAG, c'est de se dire, en fait, dans la procédure d'interaction avec la machine, ce que je vais commencer par faire, c'est avoir d'abord une espèce de recherche par rapport à la question dans une base documentaire que je maîtrise, qui est parfois aussi locale, et c'est sur la base des résultats d'une recherche, comme vous feriez une recherche Google, que la réponse va être construite. Donc 2 effets à ça. D'une part, vous allez pouvoir mettre à jour votre base de données au fur et à mesure, et puis également, vous allez pouvoir sourcer l'information. C'est-à-dire qu'au niveau de la génération du texte, vous pouvez très bien demander également qu'il dise où est-ce qu'il a pris l'information dans la base documentaire. Et donc là, vous avez un outil que je trouve intéressant,
où vous utilisez à la fois une base documentaire pour ce qu'elle est, donner de l'information maîtrisée, contrôlée, et puis utiliser l'IA pour générer du texte parce que c'est appréciable du point de vue de l'usage. Et ça, en fait, les IA tels que GPT le savent le faire. Les systèmes d'IA tels que GPT savent le faire. OK. Alors maintenant, quelques minutes pour aborder les aspects limites et questions. Parce qu'en fait, derrière, il y en a beaucoup. J'en ai passé quelques-unes qui sont assez classiques, dont vous avez probablement déjà entendu parler, et puis j'aimerais aussi en aborder d'autres derrière ça. Alors, la première question qu'on se pose, c'est d'un point de vue vraiment de la technique, et là, je dirais même, je vais oser le terme des philosophies de la technique, est-ce qu'un système d'IA est un outil comme les autres? Alors ça, c'est vraiment une question qui m'anime encore beaucoup. Donc le premier mouvement, c'est de dire, en fait, un système d'IA, comme je l'ai présenté avec mes boîtes orange tout au début, c'est effectivement un outil de traitement de l'information. Hein. Donc ça réalise une tâche pour laquelle il a été construit, ok. Donc ça, finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que je dois vraiment me poser des nouvelles questions? Il y a beaucoup de questions, notamment en philosophie de la technique, sur la notion de risque des techniques, qui ont été déjà beaucoup pensées et qui peuvent trouver des réponses au travers de dire, oui, il faut faire de l'éducation au système d'IA. Oui, a priori, il faut faire de la régulation de l'utilisation des outils, exactement comme les nouveautés techniques sont apparues dans les notions passées. Alors, qu'est-ce qui change quand même? Est-ce que c'est un changement de nature? Est-ce que c'est un changement d'amplitude? Je ne sais pas. Ce qui pose question autour de la notion de la technique, c'est le fait que ça réalise des tâches cognitives. Ça reste difficile à qualifier, notamment parce qu'un ordinateur, jusque-là, ça réalisait des tâches également un petit peu cognitives. Hein. Donc, est-ce que le programmeur était un problème jusque-là? Je ne sais pas. Ce qui change beaucoup pour moi, c'est la versatilité. Le fait que vous avez un outil là qui sert à énormément de choses. Ça, c'est impressionnant. Ça change des choses. Ça marche bien. Ça aussi, c'est impressionnant. Ça connaît plus de choses que nous. Ça aussi, c'est impressionnant. Et donc, forcément, notre positionnement par rapport à ça, il interroge beaucoup. Le niveau de complexité allié à un usage aisé, c'est aussi quelque chose qui est assez inédit. Le fait d'avoir accès à travers son smartphone à autant de complexité, à autant d'informations, ça reste des choses assez inédites qui posent question. Et puis derrière, on s'interroge beaucoup aussi avec des collègues sur cette notion de conception des systèmes d'IA. Cette conception en tant qu'étape indirecte, ça amène également beaucoup de questions sur savoir finalement comment est-ce qu'on arrive à contrôler ce qui se passe. Donc ça, c'est une série de questions. Les histoires de risques, je pourrais passer sur tout cela. Je pense qu'il y a un document là que j'ai pas trop eu le temps de parcourir, mais qui en termes de couverture des risques me semble très bien. Donc c'est un document qui a été produit dans le cadre de l'IA Summit et qui énumère les différents risques. Je les trouve assez intéressants. Tout cela, on pourrait passer une demi-heure à traiter chacun de ceux-là. Je vous les laisse. Il y a les références également là, des documents dans le PDF qui sont cliquables, mais on ne les voit pas, désolé. Donc là, si vous vous intéressez au risque, allez voir ce document, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à évoquer. Je vais en évoquer quelques-uns. Ceux que vous connaissez. Alors, la notion de biais. Hyper important, je vous le reconnais. Mon message par rapport à ça, c'est de dire, alors les biais, en fait, c'est pas tant un souci que ça, dans le sens où les biais, en fait, ils sont nécessaires. Si je fais une IA sans biais, en fait, elle n'aura aucun intérêt. Je vais vraiment ne rien en tirer du tout. Par contre, il y a certains biais qui sont discriminants, et c'est ceux-là qui sont problématiques. Et c'est ça qu'il faut arriver à distinguer. Ce qui est difficile, là, c'est d'arriver justement à caractériser quand est-ce que c'est discriminant, quand est-ce que c'est pas discriminant. C'est-à-dire que moi qui travaille dans des applications en médecine, la notion de sexe a de l'importance également pour prendre en compte ou faire des bonnes prédictions pour les patients. Par contre, on peut tout à fait comprendre que la notion de genre, elle, soit quelque chose de discriminant. Mais
pour le moment, là, tout ça, ça reste encore des choses à travailler. C'est indispensable d'y travailler et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc souvent, en fait, on dit le problème, c'est les données. C'est vrai. Il y a beaucoup de biais dans les données et l'IA a tendance à reproduire ces biais. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est pas qu'elle reproduit les biais, c'est qu'elle a tendance à les renforcer. Et c'est là où c'est problématique. C'est-à-dire que vraiment, on voit réapparaître des biais très très forts. Donc, j'ai donné un exemple classique. Si on demande à une IA de générer des images d'un chef d'entreprise, donc sachant que la formulation est neutre d'un point de vue du genre, les images vont être que des hommes. Par contre, si on demande de générer des images d'un secrétaire, donc la phrase étant neutre du point de vue du genre, il va quand même donner des images principalement de femmes. C'est un gros problème, cet aspect discriminatoire, ethnique également. Donc le problème des hallucinations, c'est également un problème qui est bien connu, le fait que les IA inventent une partie de la réponse. Le RAG est une partie de la réponse à ce genre de questions. Le fait de dire qu'il faut que les IA apprennent à dire je ne sais pas. Mais ça, en fait, on se rend compte que dans les nouvelles versions, là, déjà, de GPT-4, de Mistral, ça a été énormément amélioré. Ça devient difficile de les faire halluciner. Enfin, voilà. Un pointeur hyper intéressant, le comparateur IA, développé par le ministère de la Culture, probablement. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir. Vous pouvez comparer des résultats d'IA. Il va vous faire des comparaisons sur différents critères. Très intéressant et l'initiative est très très bonne. Derrière ça, si on a quand même ce genre de phénomène, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la notion d'explicabilité. Donc l'explicabilité, c'est également important puisque ce qu'on a... Alors, la question de savoir si c'est important m'interroge. Donc, on admet complètement que ma boîte, là, elle est complètement noire. Je suis incapable d'expliquer ce qui se passe. Beaucoup trop de paramètres, des milliards de paramètres. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à quand même un petit peu avoir une compréhension de ce qui se passe. Ça, c'est dans l'idéal. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut générer de la confiance ou est-ce qu'on a vraiment besoin d'explicabilité? Pour moi, là, il y a deux usages qui sont un peu différents. Donc, le premier usage, c'est ce que j'appelle des usages routiniers sans impact. Si vous voulez générer des mails en série dans votre boîte, peut-être vous n'avez pas besoin de comprendre exactement ce qui se passe et d'aller chercher des IA explicables. Et en fait, là, on va avoir une phase transitoire où on va vouloir un petit peu comprendre, mais à force de les utiliser, à force de se rendre compte que ça marche bien, si ça marche bien, et ben en fait, au bout d'un moment, on va arrêter de se poser des questions, exactement comme quand vous conduisez une voiture, vous arrêtez de vous poser la question de savoir si votre direction assistée, elle est connectée à vos roues ou pas. Votre volant, elle n'est pas connecté aux roues. Donc néanmoins, vous faites confiance à une interface entre la roue et votre volant. Au bout d'un moment, on crée de la confiance. Et si on a cette confiance, on n'a plus besoin d'explicabilité. Bon, ça peut être un mouvement. Je pense que ça va forcément arriver, encore une fois, dans ce qu'on va appeler des usages routiniers. L'opposé, c'est quand même des usages un peu plus pointus, notamment nous, ce qu'on utilise en recherche. Là, il y a quand même à un moment donné, on va avoir besoin de revenir aux sources, besoin de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et donc, malgré tout, je pense que c'est important de développer toutes ces méthodes qui vont chercher à mieux comprendre ce qui se passe. Bon, après ça, c'est ma curiosité de scientifique également. Un petit slide sur l'écroulement, puisque effectivement, ça c'est une question qui se pose, qui est apparue assez récemment dans un article de Nature de l'année dernière, qui pose beaucoup de questions. Donc, ce qui a été fait dans cette expérimentation, c'est de prendre en fait des données réelles, d'apprendre un modèle, de générer et de rajouter des données qui sont générées aléatoirement dans un modèle, et puis de récursivement itérer le process. Donc à chaque fois de rajouter des données. Quelque part exactement comme il se passe actuellement, de savoir que les IA génératives remplissent Internet de plein de contenus. Ce qu'ont constaté expérimentalement ces chercheurs, c'est de voir qu'il y avait un écroulement des performances des systèmes. C'est-à-dire que si vous apprenez à partir de textes qui ont été eux-mêmes générés par une même IA, en fait,
vous arrivez à des choses qui sont de plus en plus mauvaises. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que effectivement, il va falloir être capable de distinguer qu'est-ce qui est du contenu que je vais pouvoir utiliser, du contenu original, et puis de ce qui est généré un peu aléatoirement. Là. Et ça, il y a aussi une question de puissance. C'est-à-dire, qui est capable aujourd'hui d'avoir une image de 2003 d'Internet? On pense que Google a conservé une image de 2003 d'Internet pour pouvoir justement avoir quelque chose d'un peu pur. Ceux qui ont un peu moins de moyens, peut-être, ont beaucoup plus de mal à avoir accès à ces données. Rapidement, l'impact environnemental, on en a beaucoup parlé avec le sommet. C'est un impact qui est difficile à quantifier, mais réel. Ici, ce que j'ai mis, c'est un document de Microsoft qui reprend sa prospective de consommation de gaz à effet de serre et sa trajectoire réelle qui est expliquée en partie par le développement de l'IA. À savoir que là, il y a vraiment une dérive actuellement qui est critique. Alors on entend parler, principalement ces 2 derniers jours, d'IA frugale, donc l'idée d'avoir des modèles qui sont un peu plus économes, ou bien alors d'utiliser des énergies décarbonées. Donc l'argument qui est souvent qu'il faut opposer à ce genre de choses, c'est l'argument de l'effet rebond, donc ce qu'on constate systématiquement, à savoir que si on produit des outils qui sont plus économes, c'est généralement pas pour consommer moins, c'est plus généralement pour en faire plus. Donc là, il y a une vraie question d'éducation à l'usage du numérique, au sens large, qui comprend l'éducation à comment j'utilise des outils tels que ChatGPT. Et ça, donc, je mets le pointeur sur également une autre initiative gouvernementale sur l'éducation à l'usage du numérique qui me semble intéressante. À côté de ça, il y a du coût social des systèmes, de la conception des systèmes d'IA. Donc il y a la notion aujourd'hui, dans le passé, de travailleurs du clic. Le fait d'évoquer les RLHF, l'apprentissage par des humains est intervenu énormément. Donc les chiffres qui étaient indiqués hier soir dans le reportage, c'était plusieurs millions de travailleurs du clic qui ont annoté des documents. Donc un document du Time là, qui a fait un reportage très intéressant sur une société qui s'appelle Sama, qui a été société sous-traitante de OpenAI pour faire de la notation. Donc vous avez le prix horaire si jamais ça vous intéresse et si vous voulez postuler. Et également en fait tout ce qui est exposition à des contenus traumatisants, puisque pour apprendre à détecter à éviter de générer des contenus traumatisants, il a fallu annoter ça. Donc ça a vraiment quelque chose que je trouve assez choquant. Donc il faut y penser. Et puis une question très très large qui probablement vous concerne sur la question du remplacement de certaines activités. Est-ce qu'un système d'IA est là pour assister ou remplacer certains travailleurs? Alors là, je vais être un peu catégorique. Je pense réellement que certaines activités vont disparaître. Certaines professions vont disparaître. Donc ça, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas lesquelles. Il y a forcément de quoi se réinventer, mais il y a plein de choses qui forcément vont disparaître. C'est une erreur de le nier. Alors, quels secteurs sont potentiellement impactés? Alors, de nouveau, je reprends cette idée de production routinière. Production routinière de documents, effectivement, ça, c'est des choses qui vont disparaître. Donc, je prends des exemples. Le journalisme de brève. J'ai rédigé une brève, il est probable que ça n'existe plus. Rédiger des notes synthétiques, donc le travail des secrétariats, par exemple, également. Générer des illustrations visuelles ou sonores. Générer des couvertures de bouquins, par exemple. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses qui probablement pourraient disparaître. Pour les informaticiens, également, coder des choses simples. On ne va plus avoir besoin d'informaticiens pour coder des choses simples. Des systèmes comme ChatGPT savent très bien coder. Alors, ce qui est important derrière, ce n'est pas tant le fait que ça supprime ce genre d'activité,
c'est souvent que ces petites activités routinières étaient le support à la progression vers d'autres activités plus riches. Et ça en coupant ce lien-là, ça pose potentiellement des questions sur comment est-ce qu'on devient illustrateur si jamais on ne peut plus gagner sa vie à apprendre sur des tâches un peu simples. Les illustrateurs qui faisaient plein de petites illustrations pour pas cher, faire des logos, faire des choses comme ça, maintenant vont plus avoir d'entreprises qui vont leur demander de générer des logos. Les entreprises vont directement aller sur ChatGPT et vont dire génère-moi un logo. Mais sauf que les illustrateurs, ils gagnaient leur vie avant de devenir reconnus au travers de ces usages-là. Donc il y a plein d'exemples comme ça qui doivent exister et sur lesquels il faut réfléchir. D'autres formes qui, à mon avis, vont également disparaître, c'est les deux que j'ai identifiés, il y en a probablement d'autres. Donc tout ce qui est monitoring visuel, donc tout ce qui est la notion de qualité, également en santé, on peut avoir de ça. Donc, quand je mets en santé, je pense en particulier aux radiologues. Donc là, on peut imaginer que tout ce qui est traitement de l'image, ça va devenir des choses sur lesquelles les IA vont être plus performants que les humains. Dernière chose sur cet aspect-là, donc le renversement des positions. Attention, nous, notre qualité d'humain, c'est qu'on est très très adaptable. Mais sauf que cette qualité-là, dans un environnement fait de machines, elle pourrait être très très exploitée. Et le renversement, ça serait de dire comment est-ce qu'on fait travailler des humains au milieu des machines. Et ça c'est une vraie question de long terme à laquelle il faut réfléchir également. Enfin, je pose beaucoup de questions, je n'apporte pas beaucoup de réponses, hein, soyons clairs. Dernier slide sur l'impact des SIA sur la formation de l'esprit. Puisque j'ai parlé de représentation, et bien derrière, les notions de représentation, c'est une certaine idée, une certaine représentation du monde. Donc, on peut se poser la question de savoir si les LLM sont une certaine forme de soft power. C'est très probable. Donc, se poser la question autour de ça. Derrière, des modifications de la relation au savoir qu'il faut appréhender. De nouveau, les mécanismes d'éducation sont très importants. Et puis également, se poser la question de la paresse par rapport à l'usage de ces outils. Ne pas oublier que quand on produit des choses soi-même, c'est aussi une manière de se construire. Et donc, essayer d'éviter qu'on ait un usage trop rapide des systèmes d'IA pour éviter de perdre cette formation. Hop, j'ai dépassé un petit peu. Donc, je vais simplement conclure là-dessus en disant... Donc j'ai essayé de préciser la notion de terme d'intelligence artificielle. Je vous ai donné un point de vue personnel sur la notion de système d'IA apprenant en mettant en exergue la notion de représentation comme étant quelque chose d'essentiel, notamment sur le dernier point, sur l'idée de représentation du monde. Et puis l'énumération de beaucoup de questionnements. Il y en a d'autres, je les ai mis en annexe. Je n'avais pas le temps d'aborder tout, mais je serais ravi d'en discuter avec vous. Et merci. S'il y a quelques questions, on peut en prendre une ou deux assez rapidement. Oui. À un moment, vous avez dit que les biais étaient nécessaires et que sans biais, les réponses, que les IA seraient vides, les réponses seraient inintéressantes. Est-ce que on pourrait juste avoir un exemple de pourquoi un biais nécessaire? J'ai entendu le masculin-féminin dans le cadre de la médecine. Est-ce que c'est possible d'avoir un autre exemple? Alors moi, ce que je prends généralement comme exemple par rapport à ça, c'est qu'une machine sans biais, c'est une machine qui répond toujours la même chose. Alors, elle n'aura pas de biais. C'est-à-dire, si quelle que soit la question que vous me posez, je réponds toujours la même chose, j'aurai pas de biais. Mais c'est pas ça en fait qui va donner des choses qui sont informatives. Effectivement, derrière, il faut avoir une information de biais. Alors là, c'est vraiment au sens un peu mathématique que j'ai besoin de la notion de biais. Alors peut-être, moi qui travaille plutôt dans la santé, je peux donner des exemples importants en biais. Des exemples où je vais avoir besoin de la notion de genre, c'est si je veux détecter un cancer du sein. De fait, le fait de connaître le sexe de la personne va me donner une orientation
sur la probabilité d'avoir un cancer du sein ou pas. De même pour certaines pathologies qui sont liées à l'ethnicité de certaines personnes. De fait, il y a des statistiquement, de nouveau, il y a des pathologies qui sont plus associées à certaines ethnies, notamment des maladies de peau. Et donc, nier cette disparité, forcément, pourrait être dommageable du point de vue même de la qualité du soin apporté aux personnes. Par contre, ce qu'il faut distinguer, c'est ces biais qui sont utiles pour faire une tâche, et puis des biais qui sont discriminants. Et là c'est beaucoup plus difficile en fait d'arriver à introduire cette notion de qu'est-ce qui est discriminant. Et là, il y a un enjeu politique, et on rentre dans ces questions de représentation du monde. Alors pour ceux qui sont timides, je vais rester, je pense, jusqu'au repas inclus, donc n'hésitez pas. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si vous aviez utilisé le chat, et je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors oui, donc le chat, c'est le chat de Mistral, et je l'ai utilisé ces derniers jours pour être un peu moins bête. J'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai essayé de le piéger. J'ai essayé de le piéger sur quelques pièges usuels d'hallucination, de jouer avec des négations. GPT-3 était très mauvais à faire des négations, par exemple. C'était assez rigolo. On lui demandait la liste des personnes qui ont eu un prix Nobel. Il répondait la même chose si je lui posais la question de quelles sont les personnes qui n'ont pas eu le prix Nobel. Bon, okay. Donc la négation, il n'avait pas de notion, en fait. Je l'ai utilisé assez peu. J'ai trouvé qu'il était plutôt correct. Je ne suis pas un grand utilisateur de ces outils-là, donc je l'ai pas vraiment poussé à bout. Merci. Bonjour. Pendant que le changement. Merci pour cette présentation. Je voulais savoir en fait par rapport au retard de l'Europe et de la France. Faute de moyens, enfin le sujet est vaste. Est-ce que le fait que DeepSeek maintenant que ça soit de l'open source, ça va permettre à la France ou à l'Europe de rattraper le retard, ou vous n'y croyez pas? Alors pas spécifiquement le fait qu'ils mettent en open source. Donc les modèles. Alors il se trouve qu'en plus pour tout ce qui est partage de modèles, c'est une entreprise française qui est leader. Donc c'est Hugging Face. Donc on a historiquement une bonne culture de partage de modèles en recherche. Alors c'est vrai que sur les modèles propriétaires, c'est pas beaucoup partagé, mais en fait il n'y a pas énormément de problèmes là-dessus, parce que si vous voulez faire la même chose que DeepSeek, on pourrait trouver de l'argent nécessaire pour faire tourner les machines. Donc je pense pas que ça soit la libération du modèle soit pas un gros changement. Je pense que c'était plus une manière justement pour DeepSeek de se mettre en confrontation et en challengeant GPT, en disant nous on est capable d'ouvrir et nous attaquez pas sur des aspects justement de soft power au travers de ça. Et je vais m'arrêter là. Mais bon, je garde la question pour après si vous voulez. Merci Thomas.